Bonjour à tous et à toutes. Bien, bonjour à tous et à toutes, comme ça c'est mieux. Bon, merci, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux, bravo aux organisateurs. Je vais, d'entrée de jeu, dans mon titre, faire un peu mentir Julien, le précédent Julien, en vous parlant d'un exemple où le mot quantique est associé au mot cosmos. Donc on va parler de la mécanique quantique, dont Julien nous a expliqué qu'elle régit le monde de l'infiniment petit, dans le cosmos qui est, par définition, le monde de l'infiniment grand. Alors ce que je vais essayer de vous raconter comme histoire, c'est justement un moment où ces deux mondes, l'infiniment grand et l'infiniment petit, se parlent. Et alors ça va passer par 4 étapes, mon exposé. D'abord je vais vous rappeler... disons, planter le décor, vous rappeler que notre univers est en expansion, essayer de vous rappeler ce que ça veut dire. Et là, c'est un peu la clé. C'est-à-dire l'univers est en expansion, ça veut dire qu'il croît avec le temps. Et donc si on remonte le temps, il devient de plus en plus petit. Et s'il devient de plus en plus petit, il va bien, si on pousse le bouchon très loin, il peut devenir suffisamment petit pour que la mécanique quantique commence à avoir des effets. Alors a-t-elle des effets? On le verra. Donc je vais planter mon décor en allant un peu plus loin. L'univers est en expansion, c'est une découverte expérimentale qui a été étayée par de la théorie. Donc il y a des réminiscences avec ce que Julien racontait avant. Il y a des découvertes expérimentales, enfin observationnelles dans le monde de la cosmologie et théoriques qui sont faites à peu près en même temps. Le rayonnement fossile en est une autre. Et en fait, au niveau théorique, c'est une conséquence de l'expansion de l'univers. Je vous raconterai ça. Puis... une autre conséquence du rayonnement fossile a été l'invention de ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Donc on va voir ce que ça veut dire, et on va voir que ça c'est un cas où une idée théorique arrive et est validée avec des années d'observation derrière. Alors, et ça sera mon décor. Donc le final, c'est là où le titre prend son enjeu. L'inflation cosmique, on verra, c'est une phase d'expansion très rapide de l'univers, un espèce de, si on le regarde à l'envers, de zoom sur des échelles très petites, sur des instants très très petits après la naissance de l'univers. Et là on entre dans un monde où potentiellement la mécanique quantique joue un rôle. On verra qu'elle joue un rôle et l'inflation donne en fait une explication à l'origine des galaxies, donc de toutes les structures qu'on peut observer actuellement dans l'univers, et cette origine a à voir avec la mécanique quantique. Donc j'attaque. L'univers est en expansion. Depuis toujours, autant qu'on sache, l'être humain regarde la nature qui l'entoure, l'observe, l'étudie d'une manière ou d'une autre, et en particulier le ciel, alors avec des moyens de plus en plus perfectionnés. Et là, on observe, en perfectionnant les outils avec lesquels on regarde le ciel, on va voir des objets de plus en plus petits, de plus en plus loin, donc de plus en plus anciens, des étoiles, des galaxies, des supernovae, des tas de galaxies, des galaxies par dizaines de milliers. Ça c'est ce qu'on appelle un répertoire de galaxies. Donc chaque point dans ce dessin c'est une galaxie. Là-haut on a les galaxies les plus anciennes, ici les plus récentes. Ça c'est une tranche dans un plan du ciel, et on regarde toutes les galaxies qu'on trouve dans ce plan. Et on en connaît actuellement des dizaines de milliers, peut-être bien plus que ça, oui. Et enfin, la structure, disons l'objet le plus grand qu'on est capable d'observer actuellement, et donc le plus ancien, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile, dont je parlerai tout à l'heure, qui sera l'objet central de mon exposé tout à l'heure. Alors, l'univers est en expansion, comment on a vu ça? Alors ça, c'est une découverte, initialement, faite par un physicien qui s'appelle Hubble, à la fin des années 20, et collaborateurs, qui mesurent... qui regardent des objets lointains, donc des étoiles, des galaxies, etc., et qui se rendent compte que ces objets s'éloignent de nous. On mesure la vitesse avec laquelle ils s'éloignent de nous, en fonction de la distance qui nous sépare, et ils voient une corrélation qui est ici avec des points très dispersés, certes. Alors ça, c'est des anciennes mesures. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de dispersion, mais toujours est-il qu'on voit une corrélation, c'est-à-dire que plus un objet est loin, plus il va vite, plus il s'éloigne rapidement de nous. Aujourd'hui, c'est connu sous le nom de loi de Hubble. Donc, la découverte à l'époque, c'est que, donc c'est en fin des années 20, les objets distants s'éloignent de nous, avec une vitesse qui est proportionnelle à la distance.
Et donc avec une loi comme ça, V c'est la vitesse, D c'est la distance, et on a ici une constante de proportionnalité qui dit qui caractérise ce phénomène qu'on appelle constante de Hubble. Alors ça, à cette époque-là, ça entre en résonance directe avec une théorie toute nouvelle, une nouvelle théorie de la gravitation, due à Albert Einstein, une théorie de la gravitation relativiste, qui vient de sortir, et les gens, une partie des théoriciens de l'époque, étudient les solutions possibles de cette théorie, qui a pour particularité par rapport à ce qu'on connaissait avant de la gravitation, de rendre possible l'étude de l'univers dans son ensemble. Donc pour la première fois, on a un attirail théorique dans lequel on peut considérer l'ensemble de l'univers comme un système. Alors, à l'époque, difficilement appréciable au niveau observationnel, expérimental, mais au moins au niveau théorique, on a un cadre dans lequel on peut écrire des équations pour l'univers. Alors, un mathématicien de l'époque, qui est aussi un homme, un religieux, monsieur Georges Lemaître, l'abbé Lemaître, en particulier montre que des solutions génériques des équations d'Einstein appliquées à l'univers donnent lieu à des univers en expansion où tous les points de l'espace s'éloignent les uns des autres. Alors on peut mettre ça en équation, évidemment, mais c'est pas le lieu ici. Une analogie dont vous avez peut-être entendu parler, c'est celle du ballon baudruche. Imaginez un ballon, comme ça, qu'on va gonfler. Vous dessinez des points dessus, chaque point représente une galaxie, et la surface du ballon, c'est l'espace, dans lequel sont plongées ces galaxies. Le ballon se gonfle. Si vous gonflez le ballon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tous les points s'éloignent les uns des autres, hein, les distances entre chaque point croissent, mais pas à cause du fait que les objets ont une vitesse les uns par rapport aux autres. Simplement, les objets sont en quelque sorte immobiles sur le ballon, c'est juste le ballon qui gonfle. Donc en fait, c'est l'espace sur lequel vivent les objets qui se dilate, et ce faisant, les objets s'éloignent les uns des autres. Alors, c'est essentiellement ça qui se passe dans la solution de Lemaître. L'espace dans lequel on vit se dilate avec le temps, et tous les objets, disons, au repos dans cet espace, de façon apparente, s'éloignent les uns des autres, et quand on fait les calculs, ça colle avec les observations de Hubble. Donc la théorie rencontre l'expérience à cet endroit-là. Et donc ça, c'est une découverte assez importante, parce que pour la première fois, on se rend compte, d'abord qu'on peut étudier l'univers de façon au moins conceptuelle, on a un attirail théorique pour le faire, mais aussi on se rend compte que l'univers n'est pas statique, c'est pas quelque chose qui est là immuable pour toujours. L'univers s'étend, c'est-à-dire si je vais dans le passé, il se contracte, et donc il a une histoire. Et on a un exemple ici où on commence à mettre le doigt sur le fait qu'on peut, non seulement en principe mais aussi en pratique, Hubble c'est des observations, on peut étudier l'histoire, l'évolution de notre univers dans son ensemble. Donc en particulier, on peut commencer à se poser des questions sur l'âge de l'univers, sa naissance, etc., etc. Comme on se pose des questions sur, comme Julien disait tout à l'heure, je prends un caillou, je lui donne des conditions initiales, tac, je le jette, il lui arrive quelque chose. Maintenant, nous on est le quelque chose là-bas, et on sait qu'on peut se demander d'où ça vient tout ça. Alors, la deuxième partie de mon plantage de décor, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le rayonnement fossile. Ça aussi, c'est une histoire en deux étapes, et qui découle directement de cette première découverte de l'expansion de l'univers. Alors, je vais vous raconter, il y a deux choses qui se passent en parallèle, une qui est théorique et une qui est expérimentale, et en fait, elles se passent de façon assez indépendante, pour se rejoindre à un moment donné, un peu comme les histoires de mécanique quantique de tout à l'heure, pour celles et ceux qui étaient là. Donc l'idée, c'est la suivante. L'univers est en expansion, comme un ballon qu'on gonfle. Si maintenant on remonte le temps, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est l'histoire de notre univers, donc on fait de l'archéologie cosmique, on va se demander à quoi ressemblait-il dans le passé, et toutes les hypothèses sont ouvertes, on fait des hypothèses, on les teste. On fait des hypothèses, on les teste. Donc évidemment, si l'univers est en expansion, si je remonte dans le passé, il est en contraction, donc tous les objets qui sont distants les uns des autres se rapprochent les uns des autres, l'univers devient plus dense, hein, il y a plus de matière par mètre cube, et puis il devient plus chaud par la même occasion. Donc si je dessine la flèche du temps, et puis cette image ici, alors nous on serait quelque part par là, alors cette image elle est très dilatée. On est ici à Vincennes,
Si on monte dans le temps, bah, les galaxies qui sont loin de nous se rapprochent, puis à un moment donné, il n'y a plus de place pour faire des galaxies séparées, donc il n'y a plus de galaxies, ce qui veut dire, si je remets la flèche du temps à l'endroit, c'est la formation des galaxies. Et puis, évidemment, avant ça, il y a la formation des étoiles, la formation des constituants des étoiles, les atomes, puis la formation des noyaux, la formation des protons, etc. etc. Alors bon, il y a plein d'histoires à raconter dans tout ça, je vais en choisir une. C'est un moment où on comprend, en pensant ces choses, que l'univers devient transparent à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. Quand l'univers est suffisamment dense, la matière est complètement contractée, et au lieu d'avoir des atomes, comme dans le monde qu'on connaît, eh ben, vous avez des atomes tellement ratatinés les uns sur les autres qu'un électron d'un atome, il n'a pas le temps de faire un tour autour de son noyau, qu'il va cogner un autre noyau, un autre. Et en gros, les électrons ne sont pas attachés à un noyau particulier. Les noyaux n'ont pas des électrons propres à eux, et en fait, vous avez ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire des noyaux chargés plus, des électrons chargés moins, qui se baladent un peu les uns à côté des autres. Alors, on appelle ça un plasma, c'est une espèce de soupe de particules chargées. Et puis l'univers se détend. Donc quand l'univers se détend, à un moment donné, bah, un électron qui est autour d'un noyau, il commence à avoir du mal à aller rencontrer le prochain noyau. Donc il va être pendant un temps piégé autour d'un noyau et former un proto-atome, puis carrément des atomes. L'univers se détend tellement que bah, les électrons vont être essentiellement piégés autour des noyaux, et ils vont rencontrer le prochain noyau, le prochain atome, disons que très occasionnellement. Ok, donc ça c'est la formation des atomes. Hein. On peut imaginer l'histoire comme ça, c'est assez, disons, immédiat. Mais ça a une conséquence très importante tout de suite, que deux physiciens, dont maintenant j'oublie le nom, réalisent, c'est que l'univers devient transparent à ce moment-là. Un tel plasma, c'est opaque. Opaque, ça veut dire que la lumière ne peut pas voyager à l'intérieur. Si vous preniez un bout de plasma comme ça, vous envoyez de la lumière dedans, eh ben la lumière, elle est absorbée puisqu'il y a des particules chargées. La lumière, c'est des ondes électromagnétiques, ça interagit avec des objets chargés, donc là, la lumière, elle va être absorbée, réémise, absorbée, réémise, absorbée, réémise. En gros, votre rayon lumineux, il va faire tic-tac, tac, tac, tac. Ok, et les chances qui ressortent de l'autre côté sont assez faibles. Ok, donc c'est un milieu opaque, on ne voit pas à travers. Et il y a de la lumière à ce moment-là dans l'univers, puisqu'il y a de l'énergie, hein, donc sous forme de lumière. Au moment où cette transition vers un univers formé d'objets neutres se fait, bah, on arrive on n'a plus dans un plasma, on a des objets neutres, des atomes, et là, la lumière, elle ne voit plus que des objets neutres, donc elle n'interagit plus avec personne, quasiment, et elle va tout droit. Okay, donc il y a de la lumière à ce moment-là dans l'univers, hop, devient suffisamment dilué, et à partir de ce moment-là, toute la lumière qui était dans l'univers en même temps que le reste, bah, elle reste là avec tout le reste, mais elle se met à voyager en ligne droite jusqu'à la fin des temps. Okay. Hop, il n'y a plus rien. Voilà. Évidemment, il y a moyen de la dévier de temps en temps, mais essentiellement, tout droit, tout droit, tout droit. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si vous êtes à un endroit de l'univers, ce qui est le cas, et que vous attendez un peu, bah, la lumière qui a été émise 2 mètres plus loin, elle va arriver. Si vous attendez encore, la lumière qui va arriver, elle a été émise 4 mètres plus loin. Puis si vous attendez 100 ans, elle a été émise 100 années-lumière plus loin, etc., etc. Donc si vous attendez 13 milliards d'années, bah, vous en recevez encore. Et vous en recevrez toujours, puisque ça a été émis. Hein, l'idée, c'est que ça a été émis partout dans l'univers, donc ça va continuer d'arriver toujours. Nous, on estime l'âge de l'univers à peu près 13 milliards d'années. L'époque de cette transition à environ 13, quelque chose milliards d'années. Donc pendant 13 milliards d'années, il y a de la lumière qui est partie de 13 milliards d'années-lumière là-bas, alors un peu plus, je vous dirai ça tout à l'heure, et qui nous parvient. Okay, donc on devrait recevoir, d'après cette idée, on devrait être capable de mesurer une radiation qui a parcouru les confins, qui vient des confins de l'univers, aussi loin qu'on puisse imaginer, et qu'on devrait recevoir. Bon, à cette époque, on est en milieu des années 60, 2 physiciens aux États-Unis, Penzias et Wilson, qui recevront le prix Nobel pour ça, découvrent une radiation qu'ils ne comprennent pas au départ. Hein, leur but, c'est encore un espèce de hasard, leur but n'est pas de chercher cette radiation, leur but est de tester une antenne radio qui est prise en photo ici. Et en fait, en testant cette antenne, ils se rendent compte que bah, ils ont un truc bizarre qui se passe, c'est qu'ils ont de la radiation tout le temps, dont ils n'arrivent pas à s'affranchir. Il y a toujours un bruit expérimental quand on fait une expérience, il y a toujours
c'est jamais extrêmement propre, donc ils essayent de minimiser tout ce bruit, et puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à descendre en dessous d'une limite, jusqu'à conclure que ils ont fait tous les tests, et donc cette radiation qu'ils observent provenant, quelle que soit la direction dans laquelle ils pointent leur antenne, ils voient cette radiation, donc ils se disent, à la fin, c'est pas du bruit, c'est physique. Et on comprend assez vite, donc ils publient, ils entrent d'autres physiciens leur font savoir qu'il y a les idées des Russes que j'ai pas mentionné, dont j'ai pas mentionné les noms avant, sur l'existence d'un rayonnement fossile dont j'ai parlé avant. Et en fait, on comprend à cette époque que ce qu'ils ont mis en évidence, c'est ce rayonnement fossile. Donc c'est la découverte, la mise en évidence expérimentale de ce rayonnement fossile. Donc il faut bien comprendre, là on est en train de recevoir des photons, la lumière, qui a été émise il y a 13 milliards d'années, et qui a parcouru toute cette distance que la lumière peut parcourir en 13 milliards d'années. Alors, on verra, à cause du fait que l'univers est en expansion, a priori ça serait 13 milliards d'années-lumière, mais en fait c'est plus. Et on a accès à ça. Okay, donc là on arrive à un moment donné dans l'histoire de la cosmologie, qui est un moment clé, où on a accès observationnel, non plus aux galaxies très lointaines, etc., mais aux instants les plus reculés auxquels on puisse penser avec de la lumière. Okay, avec d'autres sondes, on pourrait peut-être aller plus loin avec de la lumière, c'est la limite absolue. Ce qu'on voit, on appelle ça la surface de dernière diffusion. Alors ça c'est un espèce de dessin de l'histoire. Il faut imaginer tout l'univers qui est très dense, et puis d'un seul coup, sa densité diminue, et on a la dernière diffusion, ce moment où la matière devient transparente. La lumière qui est prisonnière de ce plasma est libérée, c'est le mot qu'on emploie, elle se met à se déplacer en ligne droite, en quelque sorte, et puis elle va nous parvenir, 13 milliards d'années plus tard. Alors ce qu'on voit, c'est, donc dans chaque direction du ciel, il faut imaginer, on voit le morceau d'univers qui a émis cette radiation il y a 13 milliards d'années, quand on regarde par là. Quand on regarde par là, on voit le morceau d'univers qui a émis cette même radiation il y a 13 milliards d'années, donc comme ça, on pointe l'antenne dans toutes les directions du ciel, on fait toutes les directions, et on mesure les caractéristiques de cette lumière. Alors on traduit ça dans une température, okay, donc on mesure la température de cette lumière dans la direction là, et on fait toutes les directions. On appelle ça, donc ce qu'on voit en fait, c'est un bout d'univers qui est la surface qui nous entoure, d'où cette lumière qui nous parvient de toutes les directions a été émise. On appelle ça la surface de dernière diffusion. Pour faire une analogie, c'est comme imaginer un ciel nuageux, comme il y en a souvent par chez nous, et vous avez, c'est un milieu opaque aussi, la lumière qui vient du soleil, qui traverse ce nuage, en fait vous n'en voyez pas la couleur avant qu'elle ait finalement traversé le nuage, puis à partir du moment où elle quitte ce milieu opaque, hop, elle vient en ligne droite vers vos yeux, et là, ce que vous observez, c'est la surface de dernière diffusion, c'est-à-dire la surface du nuage, le dessous, quoi, d'accord ? Mais avec cette observation, vous ne pouvez pas aller voir ce qu'il y a dans le nuage. Donc là, c'est la même chose. Avec ces observations, on peut remonter, ce qui est déjà extraordinaire, à l'univers il y a 13 milliards d'années, avoir des informations directes sur l'état de l'univers à ce moment-là. D'accord ? Par contre, avec de la lumière, on ne peut pas aller au-delà. On peut aller au-delà en essayant d'imaginer ce qui se passe, et j'en toucherai un bout tout à l'heure. Alors, pour donner une idée des échelles de temps, quand on regarde les densités de matière qu'il faut pour passer de ce plasma à de la matière transparente, on est capable d'estimer c'était il y a combien de temps, en quelque sorte. Donc là, je parle d'un hypothétique instant zéro, qu'on appelle Big Bang familièrement, mais dont on ne sait rien, donc on ne sait même pas s'il existe. En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt de remonter. On sait qu'on est là, on remonte à l'envers, et on se dit, bon, jusqu'où peut-on aller ? Okay, donc on sait que là, on est à 13,7 milliards d'années, quelque chose comme ça, et on sait que ça a eu lieu il y a 13, quelque chose milliards d'années, donc s'il existait un instant zéro, ça serait 380 000 ans après. Okay, donc pour remettre ça dans des chiffres qui nous parlent plus, 13 milliards d'années, c'est pas très humain, donc je vais diviser par 1 milliard, donc ça fait 13 ans. Si j'imagine que mon univers c'est un jeune ado, ou une jeune ado, de 13 ans, mes 380 000 ans, ça devient 3 heures, pardon. Donc vous voyez, on est en train de regarder, d'avoir une photo de l'univers, il vient de naître. On a un gros bébé qui vient de sortir. Voilà, donc ça c'est la surface de dernière diffusion et le rayonnement fossile.
Alors on a accès à l'univers à ce moment-là, donc on va aller étudier ce truc le plus précisément possible. Avant de vous parler comment on étudie ce truc le plus précisément possible, je vais vous parler faire un petit détour vers une idée théorique qui est l'inflation cosmique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a été en fait inventée parce que cette observation de Penzias et Wilson, pour extraordinaire qu'elle soit, elle pose un gros problème théorique à l'époque, que je vais vous raconter maintenant. Alors l'idée c'est, on regarde ce nuage et on veut savoir ce qui s'est passé avant. Pour ça, il faut comprendre ce qu'on est en train de regarder. Donc un petit détour avec un dessin qui concerne ce qu'on appelle l'horizon, c'est-à-dire la partie visible de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on voit quand on regarde cette surface de dernière diffusion. Alors le dessin va comme ça. Imaginez, je vais faire un univers à une dimension. Donc mon univers maintenant c'est une ligne. Okay, nous serons là dans 13 milliards d'années. Okay, et ça c'est un morceau de mon univers. L'univers c'est toute la ligne. Okay, ça c'est le morceau d'univers à l'endroit de l'univers, disons, où la radiation qui est émise, il faut comprendre, la radiation là, elle va être émise à cet endroit, à cette époque-là, à tous les endroits de l'univers. Évidemment, celle qui est émise tout près de moi, où je serai, bah, elle va passer. Et puis moi, 13 milliards d'années, bah, je l'aurais raté de 13 milliards d'années. D'accord? Donc il y a un point particulier qui est là, qui est celui tel que la lumière est émise, et qui va, 13 milliards d'années plus tard, arriver ici. C'est ce point que je représente là. D'accord? Si j'étais à côté, bah, ce point il serait un peu plus haut. D'accord? Donc j'ai cet univers avec deux bords, hein, en quelque sorte, il a une dimension. Qu'est-ce qui se passe? L'univers s'étend, se dilate, donc ce point s'éloigne de moi. Mais pendant ce temps-là, la lumière qu'il a émise, bah, elle s'approche de moi. Alors le fait que l'univers, disons le point, comment dire, la source lumineuse s'éloigne de moi pendant que la lumière vient vers moi, ça fait qu'il y a un espèce d'effet de gravitation, dont je ne vais pas parler ici, c'est pas le sujet, qui fait que, en fait, le photon, là, il va mettre plus que 13 milliards d'années, il va parcourir plus que 13 milliards d'années-lumière en 13 milliards d'années. D'accord? C'est qu'en fait, le champ gravitationnel l'empêche un peu d'avancer quand même, ce petit photon. Ok, 13 milliards d'années plus loin, il se passe quoi? Bah, on est là, on est Penzias et Wilson, on branche l'antenne, pouf, il y a un photon qui rentre dedans. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Alors, la partie qu'on voit de l'univers, ça n'est pas cette distance-là. Hein, ça, c'est le point qui a émis cette lumière, sauf qu'en attendant, lui, il est parti. Ce qu'on voit, cette partie visible de l'univers, c'est cette distance. Okay, c'est la partie visible dans le passé. On appelle ça l'horizon. Parce que c'est la partie qu'on peut voir avec de la lumière. Hein. C'est le même concept d'un horizon. Et c'est ça qu'on observe. Alors le problème, il est où? Ben, le problème, il est que quand on regarde d'un côté de cet univers à une dimension, et de l'autre côté de cet univers à une dimension, on voit, donc on est par exemple ici ou là, ça c'est une carte de la température de Penzias et Wilson. Ce qu'ils voient, c'est que la température, c'est la même dans toutes les directions du ciel. Et la même avec une précision remarquable. Alors ça, c'est un problème. Pourquoi? Je reprends mon dessin. On est là. On regarde cette surface, enfin cette époque. Et en principe, on imagine qu'il y a un début de l'univers, ou quelque chose comme ça. Peut-être c'est pas le cas, mais si on imagine ça, on se pose la question, les points qu'on est en train de regarder, là, eux-mêmes, ils ont un passé. Mais comme il y a un début, ce passé, il ne peut pas aller ad vitam aeternam. Si, disons, s'il y a un début, ce passé, il ne peut pas aller n'importe où. En particulier, si l'image est comme ça, vous voyez que les deux points qui sont là n'ont rien en commun, ils n'ont pas de passé commun, ces gars-là. Ils n'ont jamais communiqué. Pour faire une analogie, une gênée analogie, madame, dont je tairai le prénom, a, comme tout un chacun, un papa et une maman, eux-mêmes ont un papa et une maman, et ça c'est son passé généalogique, en quelque sorte. Donc elle a des ancêtres communs, okay, dont elle va partager une partie des gènes, on va dire. Bon alors si je reprends mon dessin, ce côté-là a un passé avec des ancêtres, celui-là avec des ancêtres, mais ces ancêtres n'ont rien en commun. Donc comment? Donc en gros,
quand je regarde d'un côté de mon univers à une dimension, je vois un gros bébé de 3 heures. Puis quand je regarde de l'autre côté, je devrais voir un autre gros bébé de 3 heures. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils n'ont pas un gène en commun, ces gars-là. Alors comment ça se fait que, avec Penzias et Wilson, on voit un seul gros bébé? C'est lequel? Alors là, c'est à 2 dimensions, j'ai 2 gros bébés. Mais maintenant, il faut imaginer qu'on vit dans un espace à 3 dimensions. La surface qu'on regarde, c'est une surface à 2 dimensions. Et donc là, j'ai un point là, 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 un point là. Bref, j'en ai pas que 2, quoi. Et des bébés, j'en ai des milliers, et ils ont tous la même tête. À une précision incroyable. À 1 pour 100 000 près, pour vous dire. Donc ils sont indistinguables. On a des milliers de jumeaux, pourtant ils n'ont pas un parent en commun, ces gars-là. Alors ça pose un problème au niveau de la théorie. Vous voyez, on a une observation expérimentale, on met ça dans les expériences, dans les équations, ça marche, mais quand même, il y a un truc qui est un peu bizarre à expliquer. C'est un gros hasard qu'ils aient tous la même tête, ces bébés. Alors il y a une explication possible qui arrive à ce moment-là, qui sort aussi de la théorie, et qui est la suivante. La proposition, c'est si l'horizon, c'est-à-dire la taille de mon passé, d'accord, si l'horizon était plus éloigné pendant les premiers instants de l'univers, si l'horizon croissait avec le temps, en reculant avec le temps, plus rapidement. Si je reprends mon analogie, c'est comme si, pendant la même période où on a eu 2 générations, là, imaginons que les gens fassent des enfants, non pas tous les... J'arrive à 40 ans, je fais mon enfant, j'arrive à 40 ans, je fais mon enfant, donc il y a une génération tous les 40 ans, mais imaginons qu'on fasse le double. Je fais, on a une famille qui fait des enfants tous les 20 ans. Ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Dans le même temps, j'aurai un cône dans mon dessin qui sera avec un plus grand angle. Alors si je vous remets ça dans mon dessin d'avant, ça veut dire, je remplace la figure d'avant par celle-ci, et là j'ai la possibilité que ces gars-là aient un passé en commun. Ok? Et donc j'ai la possibilité d'avoir un seul et même gros bébé. Alors, ça peut sembler fou, mais il se trouve que malgré la tête de fou du bonhomme, en fait la théorie qu'il a inventée, elle rend ça possible. Encore une fois, la relativité générale rend ça possible, et les gens se rendent compte, ou comprennent à cette époque-là, que il est possible de faire ça à condition d'avoir une phase d'expansion de l'univers qui soit accélérée. Et en fait, c'est la seule condition. Alors, le plus accéléré, le mieux. Donc, on fait des modèles théoriques dans lesquels l'expansion est accélérée de façon exponentielle. Ça, c'est ce qui marche le mieux, mais c'est pas nécessaire. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on va dire qu'on a une phase d'expansion accélérée, ça veut dire qu'on va aller regarder un tout petit bout d'univers, et lui, le ballon qui est là, on va faire... Ok, lui, il va croître de façon exponentielle d'un seul coup, puis cette expansion accélérée, par des mécanismes qu'il faudra inventer, doit s'arrêter. Et ensuite, l'idée, c'est que l'univers que nous observons, la partie visible de notre univers, en fait, c'est une toute petite partie de ce petit ballon qui a inflaté énormément. On appelle ça l'inflation cosmique. Et ça, c'est une idée qui permet de résoudre le paradoxe précédent. C'est une idée complètement théorique, farfelue, auquel, quand cette idée est avancée, absolument personne ne croit, sauf ceux qui l'avancent. Donc, ces gens passent pour des uluberlus absolus. Mais quand même, l'idée, c'est que ça permet d'expliquer cela. Alors, je ne vais pas faire l'histoire de l'inflation ici, mais seulement vous dire que, en fait, depuis, si je vous en parle, c'est pas pour rien, cette théorie a été complètement validée par les expériences. En fait, cette théorie, elle fait plein de prédictions par rapport aux structures très fines qu'on peut observer dans le rayonnement fossile. Et toutes les prédictions qu'elle fait, alors là, pour le coup, on parle de prédictions, c'est vraiment des calculs qui ont été faits avant. Toutes les prédictions que cette théorie fait ont été, une par une, confirmées. Donc aujourd'hui, le consensus est que, effectivement, l'univers, dans des instants, alors on parle d'instants qui sont quelques secondes, microsecondes après le Big Bang, quelques microsecondes après le Big Bang, fait une phase d'expansion accélérée, et ensuite, on a l'histoire, disons, du Big Bang standard. Alors, j'ai planté mon décor, c'était un peu long. Je vais maintenant faire le lien avec les structures, puisque c'est ce dont j'ai parlé. Hein, je vous ai dit, il y a de la mécanique quantique. Donc par structure, ce qu'on entend dans ce domaine, en cosmologie, c'est tout ce qui n'est pas le vide, tout ce qui n'est pas
complètement homogène, tout ce qui est un peu des inhomogénéités dans l'espace. Donc aujourd'hui, on en voit plein. Hein. Une étoile est une inhomogénéité, une galaxie, un amas de galaxies, etc. Et puis il y a des structures, les galaxies se forment en structures. Pour ça, je vais quand même vous dire pourquoi l'observation de ce rayonnement fossile a un lien avec les structures. Alors, Pédias et Wilson, on est en 65, on réalise qu'on peut observer l'univers à ces époques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le fait. Hein. On a l'opportunité d'apprendre des choses sur l'histoire de notre univers. Comme disait Julien tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas une application, on fonce dessus, c'est par pur intérêt. Alors là, ce n'est pas des petites expériences de table qu'il faut faire. Pédias et Wilson, c'est une grosse centaine, mais ça va encore. Aller plus loin, ça veut dire aller mesurer les toutes petites fluctuations de température que si je prends cette direction, la direction à côté, en fait, la température n'est pas la même, mais elle n'est pas la même à un 100 millième près. Donc il faut aller faire des mesures extrêmement précises. L'atmosphère, ça nous embête. Alors on va envoyer un satellite qui s'appelle COBE. Ça c'est 92. COBE est le premier à mettre en évidence des fluctuations de température et donc à nous dire la taille de ces fluctuations et à donner l'échelle de toutes les manips qui vont suivre si on veut aller les mesurer avec précision. Et là on a envoyé un autre satellite qui s'appelait WMAP, Wilkinson Microwave, je sais plus quoi, Antenna, quelque chose. Des expériences en ballon, donc là on veut s'affranchir de l'atmosphère le plus possible, donc on envoie des ballons dans la stratosphère avec un petit détecteur en dessous, ça coûte beaucoup moins cher, mais on ne peut pas regarder tout le ciel, mais on peut faire des mesures très précises de petites parties du ciel, donc c'est extrêmement important. Et puis la dernière en date, le satellite Planck, qui est disons, l'état de l'art actuellement. Alors on est passé de, voilà, ça, à ça. C'est-à-dire qu'on est allé voir, avec COBE, on a vu des fluctuations, je le disais tout à l'heure, 1 pour 100 000, 10-5. Donc on voit que la température par là et par là, c'est pas exactement la même. Mais, donc nos bébés, là, ils diffèrent, en fait. Hein. Ils diffèrent, mais pour voir la différence, il faut aller brancher un microscope, je sais pas, à effet tunnel, dessus, pour voir qu'il y en a un qui a un atome différent de son jumeau. Quoi. Donc ils diffèrent, mais pas beaucoup. Donc voilà, ça c'était Pédias et Wilson, ça c'est WMAP. Donc on a une précision, une résolution angulaire qui est quasiment la limite de ce qu'on peut faire actuellement, et donc on voit, hein, on a une extrême granularité, comme là on a une photo avec un nombre de pixels, si vous voulez, de notre univers qui est absolument remarquable. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points qui sont plus froids que d'autres, des points plus chauds que d'autres. Pour vous donner une idée quand même, faut se rendre compte que ce machin, c'est l'univers visible. Alors ça, c'est 45 milliards d'années-lumière, la taille de cet objet. Et chaque point, là, c'est quand même un gros machin. Hein. On n'est pas dans le microscopique, on est dans le monde de la cosmologie. Donc chaque point ici, c'est 400 millions d'années-lumière. D'accord? Donc c'est des gros bidules. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des grumeaux, c'est des tout petits grumeaux dans notre surface très plane. On voit qu'il y a des minuscules grumeaux. Alors le lien avec les galaxies, c'est quoi? C'est qu'en fait, on sait, l'histoire de ce point, c'est le moment où ce plasma devient des atomes, donc la matière opaque devient transparente. Et ça parle de la densité de l'univers à ce moment-là, d'accord? Donc s'il y a des points plus chauds et des points plus froids, ça veut dire que la densité de l'univers, à ce moment-là, n'était pas tout à fait la même. Ok, donc ça c'est des endroits plus denses et des endroits moins denses. C'est une carte de la densité de l'univers. Alors qu'est-ce qui va se passer quand j'ai des régions, hein? Donc maintenant il faut imaginer des régions de 400 millions d'années-lumière, gros machin, plus denses. Mais plus denses par 10-5, par 1 100 000. Donc ici c'est plus dense par 1 100 millième que 400 millions d'années-lumière à côté. Mais c'est quand même plus dense. Et là on est dans un monde où la force principale qui joue un rôle, c'est la gravitation. Alors la gravitation, quand il y a des endroits plus denses, c'est une force attractive. S'il y a de la masse ici, la gravitation, ça attire. Hein, vous avez un truc massif, même s'il est très peu massif, il attire tout doucement la matière à lui. Donc les endroits plus denses, ils piquent la matière aux endroits moins denses, tout petit, mais on a le temps, hein, on a 13 milliards d'années devant nous là. Donc petit à petit, ça devient encore un peu plus dense, et à côté encore un peu moins dense. Et puis ce processus, il est instable, hein, il va s'amplifier. Parce que là où c'est plus dense, ça va être donc plus lourd, attirer de plus en plus, et puis ça va s'emballer, quoi. Et donc ça va s'emballer, et les endroits qui étaient un peu plus denses, les endroits un peu moins denses,
bah, les endroits moins denses, ils vont se vider, les endroits plus denses, ils vont se remplir, se contracter, et puis on va allumer les premières étoiles, et mettre tout ça en branle, fabriquer des galaxies, des structures, etc. Alors, pour passer des grumeaux aux galaxies, c'est ça l'idée. Alors, comment on fait le lien, à part au niveau théorique, au niveau des idées? Ah bah, on fait des catalogues de galaxies, donc on regarde dans le ciel, on pointe les galaxies, on envoie des satellites, Hubble, etc. On regarde les galaxies, leur distance, okay, et on met ça dans des cartes comme ça, dans des immenses catalogues de galaxies. Donc ça, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une tranche, là dans le ciel, et les galaxies les plus en haut, là, les plus bleues, sont des galaxies lointaines, donc anciennes, les premières galaxies, et vous voyez bien que, enfin vous ne voyez pas bien là sur cette figure, mais on voit quand on regarde que c'est plutôt homogène. Et puis ensuite, sous l'effet de la gravité, bah, les endroits plus denses se tassent, et les endroits plus creux se creusent, et on voit apparaître, au fur et à mesure du temps, donc là c'est les galaxies les plus jeunes, au fur et à mesure du temps, on voit apparaître des immenses trous, et puis des grandes structures, ce qu'on appelle des grandes structures. D'accord? Donc ça, c'est cette instabilité à l'œuvre. Alors ce qu'on peut faire là, hein, l'idée que je racontais avant, c'est que ceci est à mettre en regard de cela. D'accord? C'est ces inhomogénéités qui, avec l'évolution, vont donner celle-ci. Alors comment mettre ça en regard? Bah, il y a plusieurs façons. Une, c'est de faire de l'analyse statistique. Donc on va regarder les points chauds, les points froids, et regarder la distribution statistique, la probabilité, etc., etc. Et mettre ça en regard de l'analyse de ça, les points denses, les points pas denses, et faire de la statistique sur ces ensembles. On a tellement de points qu'on a des ensembles statistiques immenses, et on peut faire des statistiques et les comparer. Okay? Et par ailleurs, on peut aussi essayer simplement de prendre ça comme condition initiale, mettre ça dans un super ordinateur, faire, alors ça veut dire beaucoup de travail, on appuie sur Enter, il y a un code qui nous fait, on allume la gravitation et on regarde ce qu'un ordinateur nous donne. On fait tourner un code et on regarde la matière s'effondrer. Vous voyez, au départ, là le flash de départ, c'est un truc très homogène, puis on regarde, hein, c'est très homogène, mais il y a des endroits où c'est moins dense, des endroits où c'est plus dense, puis tout ça, ça va former des structures. Donc on essaye de voir comment on peut faire pour que la fin de la simulation ressemble à ce qu'on observe. Ressemble, ça ne veut pas dire que ça soit la même chose, mais statistiquement. Alors, il y a une histoire que je ne dis pas ici, c'est que pour que ça marche, bah, en fait, il faut ajouter de la matière qui nous est inconnue, qui est ce qu'on appelle la matière noire, dont vous avez sûrement entendu parler, mais c'est une autre histoire. Mais c'est une des façons qu'on a de se convaincre du fait qu'il y a de la matière qu'on ne voit pas. Si on ne met pas de la matière noire, sans raconter ce que c'est, eh ben, ça ne marche pas, cette histoire. Par contre, si on met une forme de matière invisible qu'on appelle noire ou sombre, eh ben, on y arrive. Alors ça nous dit des choses de façon indirecte sur cette matière dont on connaît essentiellement rien, mais on sait que si on veut que cette histoire marche, bah, il faut mettre tant de matière noire à tel endroit, etc. Donc ça, de façon indirecte, ça nous permet de faire de la belle science quand même. Alors, on peut dire que ça, c'est l'empreinte digitale de notre univers, hein, comme le montre cette image. Mais maintenant, donc, le lien entre cette surface qu'on observe et les structures, le voilà. Ça m'a pris tout ce temps pour l'établir. Dans cette journée sur la mécanique quantique, il faut que je vous parle de mécanique quantique, et c'est là que ça arrive. D'où viennent ces grumeaux? D'où viennent ces tout petits grumeaux? Eh bien, c'est l'inflation. Cette idée théorique qui a été proposée par ailleurs pour essayer de comprendre pourquoi on pourrait avoir un seul et même bébé, mais bon, qui à part ça, voilà, ça c'est sur le papier, tester cette idée, c'est quand même pas évident. En fait, comment on teste l'inflation? Bah, c'est à travers l'histoire que je raconte maintenant. Donc on a notre tout petit ballon, qui est notre univers tout petit, qui va inflater. Donc pouf, on souffle un grand coup dans le ballon, et on inflate. Donc l'inflation fait que l'univers qu'on va produire, hein, il est très homogène. C'est ce qu'on a voulu tout à l'heure. Hein, c'est ce que je disais, qu'il soit essentiellement tout lisse. Donc ça veut dire que si, imaginez que vous ayez une petite fluctuation de densité, hein, à un endroit où c'est dense, pas dense, dense, pas dense, dense, pas dense. Vous faites inflater le bazar, vous soufflez sur le ballon. Imaginez que votre ballon ait des petites rides. Vous soufflez dessus. Il n'y a plus de rides. Le ballon il se gonfle, et vos petites rides, bah, si vous gonflez le ballon, il n'y en a plus. Elles sont étirées. Hein, c'est le lifting parfait. Exponentiel. Là, fini.
Ok, donc ceci, ça produit un univers ultra homogène. C'était l'idée, c'était le but. Mais il y a quand même des petits grumeaux. Alors là, les physiciens qui étaient derrière l'inflation, les huluberlus de tout à l'heure, ils y voient l'occasion de pousser un dé, et ils se disent, mais l'univers qui est là, okay, c'est un morceau de ce gros ballon, qui initialement était un tout petit ballon. Tout petit, tout petit, tout petit. Et éventuellement microscopique. C'est-à-dire les échelles de distance et de temps mises en jeu au début de l'inflation sont des échelles où potentiellement la mécanique quantique a un mot à jouer, parce qu'on a beau être par la suite sur des échelles macroscopiques, okay, ça a origine dans un monde où potentiellement la mécanique quantique a un mot à dire. Et quand on demande à la mécanique quantique, est-ce que tu es d'accord pour me produire un univers parfaitement lisse? Ah bah elle dit non. Le monsieur Heisenberg, Werner ici, il nous dit c'est pas possible. Donc ça c'est une des curiosités de la mécanique quantique dont Julien parlait tout à l'heure, qui est que il n'est pas possible en mécanique quantique d'avoir quelque chose qui soit complètement lisse, prévisible et qui va rester lisse. C'est-à-dire je vous dis tiens c'est lisse, ça doit rester lisse. Hein, ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que ah non, si l'univers est un objet quantique comme l'électron de tout à l'heure, eh ben, il n'est pas déterministe. Okay, il est décrit par un nuage. Et ce nuage, maintenant, c'est un nuage non pas des positions de l'univers, on va trouver l'univers ici ou l'univers là, ça n'a pas de sens, l'univers c'est l'ensemble du truc. Mais c'est un nuage des états possibles de l'univers. Okay, donc ce nuage, cette onde, c'est l'onde des états possibles de l'univers. Ça vous dit, oui, l'univers il peut être comme ci, avec telle probabilité, ou comme ça, avec telle probabilité, mais pas comme ça, parce que le nuage là, il est très bas. D'accord? Donc si on pense ça, bah, ça veut dire que l'univers il peut être très homogène, très peu homogène, etc., etc., mais avec certaines probabilités qu'on peut calculer en mécanique quantique. Donc en fait, on se rend compte, ce que nous dit le principe, ce qu'on appelle le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui est un des fondements de la mécanique quantique, nous dit qu'il y a ce qu'on appelle des fluctuations quantiques. Ça veut dire que bah, l'univers, imaginons qu'on ait 100 univers à notre disposition, là pour démarrer, et on tire au hasard. Je prends celui-là, avec quelle probabilité je tombe sur un univers qui a des grumeaux comme ci, ou un univers qui a des grumeaux comme ça. Bah, on peut faire ce calcul, on peut prédire cette probabilité. Par contre, ce qu'on peut aussi dire, c'est que si vous demandez la probabilité que l'univers soit parfaitement lisse, ça c'est 0. Pas possible. En moyenne, il peut être très lisse. Hein, vous prenez cet univers-là un coup, celui-là un coup, celui-là un coup, celui-là un coup, faites la moyenne, ça va être lisse. Mais en pratique, quand vous en prenez qu'un, et des univers en en a qu'un, bah, il va avoir une empreinte de ces fluctuations quantiques. Alors, ça c'est l'idée de départ. Maintenant, si on essaye de mettre ça en musique, bah quand même, on a ces rides quantiques qui vont être soumis au lifting dont je parlais tout à l'heure. Sauf que la mécanique quantique, ce qu'elle nous dit, c'est vous pouvez me faire le lifting que vous voulez, des fluctuations quantiques, il en restera toujours. Parce que la mécanique quantique, elle est comme ça. Donc si on pousse cette idée-là, eh bien la mécanique quantique, elle nous dit des grumeaux, il doit y en avoir. Maintenant, il reste un petit détail quand même, léger, qui est de dire que bah, les fluctuations quantiques, c'est quand même le monde microscopique, hein, c'est ce que Julien nous a expliqué tout à l'heure. C'est pas aux échelles macroscopiques que ça se manifeste, c'est vraiment aux échelles microscopiques. Donc c'est vraiment là l'univers, dans ses premiers instants, quand il est si dense et si petit que ça joue un rôle. Mais quand même, il faut transcrire ces fluctuations qui ont des tailles microscopiques, des amplitudes microscopiques, vers bah, nos grumeaux là, qui je vous le rappelle ont des tailles de 400 millions d'années-lumière. Un tout petit peu plus grand que microscopique. Alors comment on fait ça? Eh bien en fait on fait l'inflation. C'est ce que fait l'inflation. L'inflation va dilater ces tailles, et peut les dilater, hein, quand on fait les calculs, on voit qu'en fait la physique est telle que ça peut les dilater à la taille qu'on veut. Okay, donc si on ajuste bien le modèle d'inflation, on peut finir avec ça. Alors comment on va tester l'inflation? En gros, on a un zoom dans l'inflation, ce que ça fait, c'est finalement un espèce de microscope, si je le reprends à l'envers, sur le monde microscopique, et ça nous en fait une image sur des tailles cosmiques.
Comment on teste ça? Bah, simplement que ici on est dans le monde de la mécanique quantique qu'on peut tester, qu'on a relativement bien établi au laboratoire. Donc on peut calculer la statistique de ces fluctuations comparée avec la statistique observée. Et ça marche très très bien. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'inflation est testée expérimentalement. Donc pour conclure, bah, on peut dire que l'inflation, c'est un vrai microscope. On a eu deux exemples de microscopes tout à l'heure, effet tunnel et électronique. Bah là, on a le microscope cosmique qui nous donne un accès aux échelles cosmiques vers les échelles microscopiques. Mais pour ça, il faut aller dans les instants les plus reculés de l'histoire de l'univers. Je vous remercie de votre attention. De cette conférence très intéressante. On va passer à une ou deux questions, mais comme il fait très très chaud et que je pense qu'on a besoin chacun de s'hydrater, je pense qu'on continuera à poser des questions une fois qu'on sera dans la salle où il y a le café. Monsieur. Merci. Vous avez prédit ce qui s'était passé avant, avec des simulations, etc., des modèles. Et comme vous avez dit que l'univers c'est un peu comme un ballon de baudruche, mais dans le futur, donc si on souffle, le ballon de baudruche il va exploser. Est-ce qu'on est capable de prédire ce qu'il va avoir dans le futur en fonction de l'air qu'on rentre avec la vitesse, etc. Est-ce qu'on est capable avec des prédictions de dire bah, l'univers il va s'éclater parce que comme un ballon de baudruche... Alors un ballon de baudruche, il va éclater parce que c'est un matériau. Okay, il faut comprendre que là, cette analogie, au moment où le ballon éclate, l'analogie, a priori, elle n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire que l'univers, c'est l'analogie, là, c'est l'espace qui se dilate, et il n'y a aucune raison que l'espace éclate, a priori. Maintenant, j'en sais rien. Mais c'est prédire le futur. Moi, je ne suis pas Madame Soleil. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... au niveau théorique, rentrer dans les équations tout ce qu'on sait de l'univers actuellement, et puis dire s'il y a ça et rien d'autre, voilà quel sera le futur de l'univers. Alors ça c'est assez difficile à faire, c'est un peu comme la météo, vous comprenez pourquoi c'est difficile à faire, parce que si on change un petit détail à droite et un petit détail à gauche, bah, on peut avoir des prédictions qui peuvent être très différentes. Mais en fait, comme il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore bien, même en gros la majorité qu'on ne connaît pas encore bien, c'est très difficile de prédire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire si dans tel scénario le futur c'est ça, dans tel scénario le futur c'est ça. Et alors, typiquement, des scénarios, bah, c'est un univers qui s'étend à l'infini, ou un univers qui s'étend, puis à un moment donné, le ballon il va le rappeler, ou diverses autres choses, quoi. Mais voilà, par exemple, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on pensait que depuis l'inflation, l'univers est en expansion ralenti, et ça donne un certain nombre de futurs possibles. On a découvert dans les 10 années dernières que en fait, l'univers est en train d'accélérer à nouveau. Donc le futur est complètement changé. On ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi il accélère. Et selon la manière, la raison pour laquelle il accélère, le futur est potentiellement très différent. Donc non, enfin... Oui, on peut prédire, on peut donner des futurs possibles, mais savoir lequel on va emprunter, ça je crois que c'est possible. J'ai une question, s'il vous plaît. Vous avez dit que la taille de l'univers était de 45 milliards d'années-lumière. La taille de la partie observable. Oui, c'est ça. Donc, bien au-delà des 13 milliards d'années-lumière de l'âge de l'univers. Ouais. Ça veut donc dire que l'expansion de l'univers se fait à une vitesse bien supérieure à la vitesse de la lumière. Oui, si je comprends bien. Or, je croyais que la théorie de la relativité empêchait tout phénomène de dépasser la vitesse de la lumière. Alors, en fait, c'est un effet... comment dire ? Il n'y a rien qui dépasse, quand on regarde en détail dans les équations, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a aucun objet physique qui dépasse la vitesse de la lumière. Cet effet-là, c'est un effet de... Comment dirais-je ? Vous voyez, c'est un effet d'optique en quelque sorte. C'est un peu comme... se demander, c'est la fameuse histoire, vous imaginez le rayon lumineux d'un phare, okay, vous demandez sur l'horizon la vitesse de ce point lumineux. Bah, si vous placez l'horizon suffisamment loin, ce point lumineux il va aller plus vite que la vitesse de la lumière.
hein, d'accord? Mais en fait, il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Ce point n'est pas physique. D'accord? Donc, la raison pour laquelle la taille de l'univers est plus grande que ce qu'elle serait s'il n'y avait pas expansion, c'est-à-dire si l'univers n'était pas en expansion, la taille de l'univers observable serait simplement 13 milliards d'années-lumière. C'est un simple effet de l'expansion, qui fait que ce qui s'étend, c'est pas seulement l'espace, c'est l'espace-temps, et donc il faut repenser la relation entre temps et espace, et qui va donner ce mismatch, ce décalage entre 13 milliards d'années-lumière et 40, je ne sais plus ce que j'ai marqué, 41, 45. Merci pour votre présentation. Moi j'ai une question, à savoir comment vous avez réussi à avoir l'image primordiale en calculant les températures, sachant qu'on ne peut pas calculer les températures à une distance aussi longue. Ok, alors première chose, quand le vous, je le prends pas pour moi, ça ne s'adresse pas à moi. Moi, j'ai rien mesuré dans tout ça. Alors, je le prends pour la communauté, etc. Alors, on ne calcule pas une température, en fait, on mesure directement une température. Ce qui se passe, c'est qu'on reçoit de la radiation. Ok, on reçoit... donc, la radiation, c'est en fait différentes longueurs d'onde. D'accord. Donc, la radiation qu'on reçoit, elle a ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire qu'il y a une intensité par longueur d'onde. D'accord. L'intensité est maximale à une certaine longueur d'onde qui correspond qu'on traduit en température. Autrement dit, si vous chauffiez un corps à cette température, il émettrait de la lumière dans cette longueur d'onde. D'accord? Donc ce qu'on voit, c'est que la température correspondant à la radiation qu'on reçoit, bah, elle est directement mesurée par des appareils qui sont en fait des thermomètres. On met des thermomètres dans le satellite et ils nous disent tel endroit, telle température, directement. Okay. Maintenant, il est vrai que cette température, c'est celle qu'on mesure maintenant. Ce n'est pas la température d'émission. Alors ce qui se passe, c'est qu'en plus que la lumière nous parvient, elle a tout un chemin à faire. En fait, comme elle a un chemin à faire dans un champ gravitationnel qui est en train d'étirer l'univers, le même effet se passe sur la longueur d'onde de ce photon. Donc ce photon, en même temps, cette lumière, en même temps qu'elle avance, bah, elle est retenue en quelque sorte par derrière, et sa longueur d'onde ou sa température, sa longueur d'onde, disons, augmente. Ça correspond à une température qui baisse. Donc, pour répondre à votre question, on mesure une température qui est de l'ordre de 2,7 au-dessus du zéro absolu. Et ça, c'est pas la température au niveau de la transition opaque. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est remonter, en remontant l'histoire de ce photon, à la température à laquelle il a été émis. Et ça, c'est des températures qui correspondent aux échelles de la physique atomique. J'ai plus les nombres en tête, mais c'est quelques milliers de degrés au-dessus du zéro. Okay, donc on sait, avec la température qu'on mesure, déduire la température de l'univers au moment de l'émission. Mais là, il y a un calcul. C'est sûr, on n'a pas mis un thermomètre tout là-bas, ça c'est vrai. Mais on a vraiment mesuré une température à la fin, enfin, au moment de la détection. Avec une précision de 2,700. Voilà, la chose remarquable, c'est que ce qui fait que ces expériences sont très difficiles et ont mis... vous voyez, Penzias et Wilson, c'est 65, Planck, c'est 2009. C'est qu'on mesure des écarts de température à 1 pour 100 000 près. Donc c'est des thermomètres avec plein de graduations. Une dernière question, madame là-bas. Oui, alors, tout en étant béotienne, j'ai cru comprendre tout ce que vous avez dit, c'était parfait, très bien vulgarisé, depuis Hubble jusqu'à aujourd'hui, en passant par Heisenberg. La seule chose que je voudrais savoir, est-ce que c'est acquis ou est-ce qu'il y a des dimensions et des points aujourd'hui où c'est controversé? Et si c'était le cas, quel est le plus grand objet de controverse aujourd'hui dans ce domaine? Alors, dans ce que j'ai raconté, que je ne dise pas de bêtises, j'essaie de me passer en revue, il n'y a pas grande controverse sur ce que j'ai raconté. La partie inflation, l'existence de l'inflation, en fait, est de... Plus on regarde en détail ce rayonnement fossile, plus on croit à l'inflation. Le point est que on n'a pas encore, à l'heure actuelle, les moyens d'aller au-delà, en termes d'observation, de cette surface. Or, l'inflation, c'est bien au-delà de cette surface. Donc, tant qu'on n'a pas des observations directes, bah, il y a toujours un doute. Hein. Le théoricien, il va vous dire oui, c'est ça, et puis l'expérimentateur, il va vous dire j'y croirai quand je l'aurai vu. Et il a bien raison. En fait, il reste des scénarios alternatifs,
mais aucun ne marche sans inflation. D'accord, l'inflation, elle a ce statut qui est la seule explication qu'on ait trouvée à l'heure actuelle. Donc peut-être que finalement ça sera autre chose, mais ça semble très peu probable. Donc il y a un énorme consensus sur ça, et plus on mesure, et plus ça va dans ce sens-là. D'accord ? Après, dans cette histoire-là, il y a plein de choses qui ne sont pas connues. Par exemple, l'inflation en elle-même, comment ça marche ? Qu'est-ce qui donne lieu à l'inflation ? Quelle est la nature de la physique à ces époques-là, à ces échelles d'énergie, qui sont des échelles d'énergie, des ordres et des ordres et des ordres de grandeur par rapport à tout ce qu'on peut faire en laboratoire. Donc là, on extrapole complètement, on dit, bon, bah, la physique qu'on a mesurée, nous, même aux échelles les plus microscopiques qu'on a pu atteindre dans les accélérateurs, on imagine que les principes de physique sont encore valables là. Alors on a des bonnes raisons de ça, mais encore une fois, toutes les bonnes raisons du monde pour un théoricien doivent toujours être contrôlées par des expériences. Donc en fait, il reste plein d'inconnus, c'est-à-dire les échelles d'énergie qui sont là, c'est des échelles qu'on appelle d'énergie de la physique des particules. La physique des particules, on la connaît bien jusqu'à des échelles d'énergie qui sont beaucoup plus basses que ça. Et donc quand on essaye de construire des modèles pour faire de l'inflation par exemple, alors là, pour vous dire à quel point il y a de la controverse, il y a des centaines et des centaines de modèles d'inflation avec tous des noms différents, et quand on fait la liste des noms, c'est une blague entre cosmologistes, ça prend un écran entier et c'est pas fini. Donc ça vous dit que par exemple l'inflation elle-même, le consensus est là, mais le détail du modèle, ça c'est très difficile à faire, mais voilà, les expérimentateurs avancent, c'est des expériences qui sont difficiles, longues, donc il y en a d'autres qui viennent, et chaque expérience commence à dire, voilà, ce modèle-là, il marche plus, celui-là, il marchait avant, mais il marche plus. Donc on augmente la précision des données, on va mesurer d'autres propriétés du fond du rayonnement fossile pour éliminer théorie après théorie, et essayer de circonscrire l'ensemble des théories qui marchent à une, si on y arrive. Bon. Et un peu un futur de ça, c'est de regarder avec autre chose que de la lumière. En particulier, vous avez sans doute, en tout cas certains ou certaines d'entre vous, entendu parler de la découverte des ondes gravitationnelles récentes. Si on arrive maintenant à voir l'univers avec des ondes gravitationnelles, alors c'est pareil, il y a une frontière pour les ondes gravitationnelles, mais elle est beaucoup plus loin que la frontière de la lumière. Donc si on arrivait à voir les ondes gravitationnelles de l'univers primordial, là on aurait accès direct à la période de l'inflation. Alors quand on saura faire ça, il faut être confiant, on saura faire ça un jour, alors là on aura des réponses. Merci Julien. Énorme qu'il a fait, je vais essayer de nous faire entendre des choses quand même très compliquées. Donc merci Julien, parce que c'est quand même pas tout à fait simple d'appréhender ces notions-là. Mais maintenant je pense qu'on en sait un petit peu plus. Donc je vous propose de vous retrouver dans une demi-heure, vers 17h20, peut-être un peu plus qu'une demi-heure maintenant, avec une dernière conférence avec Perola Milman sur l'ordinateur quantique. A tout à l'heure.